Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans les Hautes-Pyrénées, dans le terroir du Lavedan. Denis nous fera découvrir le mouton Barège gavarni, convoité par les locaux et pourtant méconnu dans le reste de l'Hexagone. Eric nous dévoilera les secrets de fabrication du berlingot de Cauterets, tandis que Bernard nous fera saliver devant son gâteau à la broche. Je vous laisse en compagnie de ceux qui font perdurer les traditions culinaires de ce terroir et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Situé dans le département des Hautes-Pyrénées, le Lavedan est une région montagnarde qui s'étend du pays d'Argelès à la montagne Bigourdane. Sa diversité de paysages, de vallées, de roches, de cirques et de cascades en fait un lieu propice aux activités en plein air. Au sommet du Lavedan, le cirque de Gavarni marque la frontière avec l'Espagne. Sous le regard des aigles et autres gypaètes, le ruissellement des neiges fondues donne naissance aux gaves, qui s'écoulent le long des flancs de la montagne. Quelques villages pittoresques et bourgs perchés se dispersent au milieu de cette nature sauvage. En bas de la vallée, la ville de Lourdes accueille chaque année plusieurs millions de touristes et de croyants venus voir sa célèbre Vierge. Son château médiéval domine les ruelles étroites de la ville et témoigne d'un riche passé historique, protégé par ce rempart naturel qu'est la chaîne des Pyrénées. La montagne, Denis la connaît depuis son enfance. Tout petit, c'est avec son père qu'il découvre le métier d'éleveur de brebis, un savoir-faire qui se transmet d'une génération à une autre et que Denis ne changerait pour rien au monde. Je me suis installé en 2008. Mon père est arrivé à la retraite, donc moi j'ai repris la partie brebis et ma mère a gardé la partie chambre d'hôte et j'ai un peu, enfin, on va dire, j'ai augmenté le troupeau puisqu'il y avait 130 brebis et là maintenant on est à 220, voilà. Ces brebis sont des barégeoises, une race reconnue pour la qualité de sa viande et qui bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée depuis 2005, puis protégée depuis 2008. C'est une brebis rustique, donc elle s'adapte très bien à la montagne, donc elle valorise nos estives. Et par ce biais-là, elle s'engraisse elle-même et qui nous permet de produire cette viande pour l'AOP. Et ensuite, c'est une brebis en bonne conformation au niveau des gigots, des épaules et même de l'avant pour les plus beaux quartiers au niveau des côtes. Et aussi bonne maternelle et bonne laitière aussi pour la production d'agneaux. Dès le printemps, Denis fait transhumer sur les hauteurs de la montagne ces brebis qui ont passé l'hiver à la ferme. Elles peuvent ainsi jouir d'une alimentation naturelle jusqu'à la fin de l'automne, et ce malgré les caprices d'une météo changeante. L'alimentation de base, c'est l'herbe. Donc l'été, elles ont cette herbe à volonté. L'automne et le printemps, pareil, de l'herbe à volonté sur les prairies qu'on fauche et complémentées avec du foin. Et l'hiver, elles sont nourries avec le foin et le regain en seconde coupe qu'on a récolté durant l'été. Voilà. Et après, elles sont complémentées comme là avec du sel l'été. On leur apporte du sel en grains. Là, c'était mélangé avec du son. En fait, c'est pour leur stimuler l'appétit et pallier aux carences en minéraux. Après avoir atteint l'âge de 18 à 20 mois, les brebis sont abattues et vendues sur les étals du boucher. Salut Franck. Ça va bien ? Ouais, toi ? Denis rend visite à son collègue et ami Franck Sajou pour s'assurer de la qualité de sa viande. Elles sortent rouges, elles sortent avec le gras blanc. Ouais. Voilà, tout ce qu'il faut pour la hausser. Et après, elles ont une coupe, elles sont comme du marbre et ça me va. Il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et moi. Donc on privilégie ça. Je viens voir si la viande lui convient et après avec lui s'il y a moyen de mettre des brebis peut-être un peu moins grosses, moins grasses ou un truc comme ça, quoi. Il me fait confiance, je fais le choix moi des brebis et il faut que lui ait le produit en face qu'il faut, quoi. Ça c'est du mouton de l'AOP Barège Gavarni. C'est du mouton qu'on produit ici dans nos vallées, dans nos montagnes.
Pour Denis, la viande doit être belle à regarder pour favoriser la vente. Il souhaite avant tout que les clients puissent déguster une saveur qui se démarque de celle des moutons des autres régions. L'engraissement, on va dire, à l'herbe est quand même lent, donc ça permet à cette viande d'être persillée, d'avoir un peu de gras en couverture, mais pas trop. C'est quand même du bon gras, on va dire, quand tu le manges, il est quand même bon. Et après, le fait de vendre ces brebis en cette période quand elles sont à l'herbe, ça permet de ne pas retrouver le goût fort du mouton et de trouver en bouche les plantes de montagne, le serpolet, le thym et compagnie. La richesse de nos montagnes fait qu'aussi on a des produits comme ça. La viande de mouton est fréquemment délaissée au profit de l'agneau, souvent jugé plus doux. Mais quand il s'agit de défendre les produits de son terroir, Franck sait se montrer persuasif. On leur explique que le mouton, il a tout un cahier des charges, il est tout suivi. Et on a maintenant l'épaule de mouton qu'on va faire en grillade, les côtes de mouton qu'on va faire pareil pour des grillades et le gigot. Le gigot qu'on va faire ou au four ou qu'on va faire aussi, on peut faire griller, on peut faire des tranches de gigot. Voilà. Et après, vous avez simplement ceci pour du ragoût. Ragoût, merguez, ou après on fait aussi de la saucisse de mouton. On fait tout ça, on le développe autrement. Combien vous en faut? Et il m'en faudrait 2. 2 tranches de gigot. Allez. On sait qu'elle vient des producteurs locaux qui sont dans la nature, qui mangent de l'herbe des montagnes et qui l'hiver sont enfermés, mais avec le foin de la montagne. Donc c'est vraiment un produit local avec le traçage qui est très simple à faire, c'est du direct, c'est la vente de proximité, c'est tout ce qui me convient. L'élevage de moutons se fait à quelques kilomètres du site Pyrénées-Mont-Perdu, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Le site est constitué de 3 cirques, Gavarnie, Troumouze et Estobé. Cirques naturels de type glaciaire, ils attirent de nombreux curieux, mais sont aussi des zones à la flore et à la faune incroyables. Tu peux aller chercher le piquet. Il y en a un avec le piquet. Philippe est ornithologue. Depuis 10 ans, il étudie le comportement des passereaux à une altitude avoisinant les 1300 mètres, près du cirque de Troumouze. Donc là, je tends le filet. Le filet, c'est un filet que tu vois qui est très fin, avec des mailles de 16 mm. Et là, c'est un filet encore un peu fin, de 70 deniers. Et le but, c'est de capturer des oiseaux qui, théoriquement, ne voient pas le filet en fait et se déplacent dans la végétation. Les passereaux appartiennent à une grande famille d'oiseaux regroupant les plus communs, comme des grives, des bergeronnettes et des moineaux. Philippe les étudie dans le cadre du programme du suivi temporel des oiseaux communs, dirigé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Le passereau, c'est un groupe qui est très diversifié en fait et qui permet vraiment d'étudier l'évolution de la biodiversité et qui arrive à une échelle en fait un peu alimentaire, un peu au-dessus, qui dépend en fait beaucoup de la microfaune, des insectes et de la présence de ces insectes dans les prairies, dans les pelouses, dans les champs cultivés, dans les bois. Et voilà. Et s'il y a une mauvaise gestion de tout ça, eh bien, forcément ça a un effet direct sur les passereaux, sur la diversité en passereaux et certaines espèces particulières. Donc voilà, ils viennent de se prendre, je vais le démailler pour ensuite faire les relevés sur cet oiseau. Donc là, ils viennent de se prendre, on voit qu'il n'est pas très emmêlé. Une fois les oiseaux capturés, ils sont bagués, pesés et mesurés pour être ensuite relâchés. Donc je vais lui mettre la bague 76, 69, 682. Ce patient inventaire permettra dans 5 ou 10 ans de tirer les premières conclusions. Et si Philippe reste prudent quant aux résultats définitifs, il constate déjà que le réchauffement climatique peut être dangereux plus pour les espèces de haute altitude que pour les passereaux. Nos hypothèses d'évolution seraient plutôt bonnes et ces espèces qui sont aussi généralistes en fait vont, à notre avis, bien évoluer, bien s'adapter ici, dans cette ripisylve en bord de rivière, qui est un milieu
assez commun et assez stable. Il y a des simulations aussi qui ont été faites à long terme. Il y a des espèces qui vont disparaître, comme le lagopède. Il y a des simulations qui sont faites à 2050 ou à 2100 et la perte de glaciers, tout ça. Donc, après, on essaie de sensibiliser les gens déjà à ce phénomène et puis après, changer les comportements aussi, bien sûr, c'est important. Sensibiliser les populations aux bons comportements à adopter en montagne est important pour Philippe. Mais il est aussi primordial pour lui de transmettre son savoir aux générations futures. D'être au contact des espèces tous les jours, de voir que ce soit les oiseaux ou toutes les autres espèces qu'on voit en montagne, oui, effectivement, ça nous permet d'être plus sensibles à notre environnement et d'essayer de faire en sorte de le préserver au mieux possible, oui. En remontant du cirque de Troumouze, impossible de manquer la ville de Cauterets. Station thermale réputée depuis la fin du 19e siècle, elle a vu naître une célèbre confiserie, le berlingot. C'est dans son arrière-boutique qu'Éric Lestable confectionne cette sucrerie devenue la spécialité de la ville. Alors là, je prépare la casserole, je verse le glucose, le sucre de glucose, qui va servir de base avec le sucre au berlingot. Je rajoute le colorant naturel pour donner une teinture rouge à la pâte. Je fais des berlingots depuis tout petit, puisque ma mère faisait des berlingots, ma grand-mère aussi faisait des berlingots, donc j'ai repris il y a à peu près 25 ans le magasin de ma mère et je continue donc la tradition du berlingot de Cauterets. Cette sucrerie est apparue dans la station thermale il y a un peu plus d'un siècle et était recommandée pour ses vertus adoucissantes. À cette époque-là, on conseillait aux curistes de sucer un morceau de sucre après avoir bu les eaux thermales pour adoucir la gorge et passer le goût de soufre de l'eau thermale. C'est comme ça que c'est devenu la spécialité. C'était en fait au départ un complément de cure. C'est prêt, on va aller le verser sur le marbre. Arrivée à température, la pâte de berlingot, composée d'eau, de sucre et de colorant naturel, est travaillée. Voilà, je verse la pâte sur le marbre qu'on vient de sortir du feu. Vous voyez, le sucre est très très chaud. On le verse directement sur la table à marbre. Là, je vais rajouter l'extrait de cerise pour pouvoir faire des berlingots à la cerise. Donc cette pâte qui est complètement liquide, on l'a versée sur le marbre qui est froid. Et vous voyez, au contact du marbre, le sucre refroidit et va se solidifier. Cette pâte, on va l'étirer maintenant. Et le fait de l'étirer, petit à petit, avec l'air qui rentre dedans, ça va changer de couleur. Hop, hop, voilà, vous voyez, la pâte a complètement changé de couleur. On rajoute l'autre partie de pâte. Alors là, je coupe de petits bâtonnets. Maintenant, ces petits bâtonnets, je vais les passer dans la machine qui va donner la forme du berlingot. Au fur et à mesure que la sucrerie prend forme, les curieux n'hésitent pas à franchir le seuil de la porte pour venir voir comment est fait le bonbon traditionnel de Cauterets. La pâte va refroidir de suite dans votre bouche. Passant à Cauterets, eh bien, on profite de la spécialité. C'est un vrai plaisir de faire ce berlingot dans lequel on a grandi, de conserver ce savoir-faire, de travailler la pâte, d'obtenir ce bonbon à partir d'une base de sucre. Et puis le fait de le fabriquer devant les gens aussi, c'est intéressant d'échanger et d'émerveiller les gens, les grands ou les enfants, tout en découvrant notre fabrication. Merci. Bon après-midi, merci de votre visite. Au revoir messieurs, dames. Au revoir. Merci beaucoup. Si l'eau des gaves des Pyrénées est connue pour ses vertus thérapeutiques, elle est aussi propice à l'élevage des truites. Après une carrière de joueur international de rugby, Franck Pomarez a repris l'élevage de truites de son père. Si 90% de son exploitation est composée de la truite commune, ou arc-en-ciel, Franck prend un soin particulier à élever la truite des Pyrénées, aussi appelée la truite fario. Là, j'ai des... Voilà. 2 géniteurs de fario. Des poissons qui doivent avoir 5-6 ans. Voilà.
Donc ça c'est la truite fario, truite endémique des Pyrénées, qui est une truite race sauvage qui est à chair blanche et c'est un peu la reine de nos rivières et qui est très prisée par les pêcheurs. Elle est vive, elle va très vite, elle est beaucoup plus dure à attraper et aussi beaucoup plus capricieuse à élever. Après la crue centennale de 2013, Franck a failli perdre tout son cheptel. Les fontes trop rapides des neiges ont fait déborder le Gave, emportant tout sur son passage. Depuis, il s'efforce d'élever la fario qui met 2 fois plus de temps à grandir que la truite arc-en-ciel. Elle aime évoluer dans une eau limpide à fort courant, ni trop chaude ni trop froide, pendant 3 ou 4 ans. Voilà, donc là on est à l'entrée de la ferme et ici on nettoie l'eau, on enlève tout ce qui est branches, feuilles qui peuvent arriver du Gave, ainsi que les bouteilles plastiques. On est très sensible et vigilant à ça pour qu'en fait dans notre ferme il n'y ait pas d'obstacle et que l'eau puisse circuler de façon rapide dans nos bassins. On a donc dévié le Gave de Gavarnie qui passe chez nous, donc une eau très pure, une eau en abondance. On est sur une rivière indemne en maladie, donc pas d'antibiotiques pour nos truites. Et ça c'est une force, c'est je dirais l'essentiel. L'eau est quand même notre base. Dans notre métier, c'est l'eau qui fait toute la différence. En plus de veiller à la propreté de l'eau et au débit de 2500 à 3000 litres par seconde, il faut également être attentif au comportement des poissons, très sensibles aux changements de température. Franck a automatisé ses installations pour mieux subvenir aux besoins nutritifs des farios. Donc l'aliment est composé de 30% de poissons de mer et 70% de végétaux. Et en fait, l'automatisme aujourd'hui nous permet d'être beaucoup plus près de nos poissons. Et surtout, avant on faisait un gros repas par jour. Et globalement c'était allez-y les filles manger, nous ne repasserons pas avant demain. Aujourd'hui on a 3 à 4 petits repas par jour, ça nous permet d'ajuster vraiment au plus près de leurs besoins. Alors bonjour monsieur, comment ça va? Ça va. Ça mord? Pas encore, mais ça va venir. Bon, il faut être patient. Oui. Franck a trouvé une manière originale de proposer du poisson frais à ses clients. À quelques pas de son exploitation, il dispose de 2 bassins dans lesquels il met quelques truites fario pour le plus grand plaisir des amateurs de pêche. C'est une truite qui est ferme et comme on vient là que pour 8 jours, je ne veux pas prendre un permis de pêche pour pouvoir pêcher dans les gaves au prix que c'est rendu. On est entre amis puis on vient là pour se passer le temps avec. On fait aussi bien la pêche à la truite que les champignons, que tout ça, voilà. Franck aimerait voir sa proportion de truites fario augmenter au fil des ans pour perpétuer le savoir-faire de son père et de son grand-père. C'est une vraie fierté aujourd'hui d'arriver à garder cette souche endémique de nos vallées. Donc effectivement, c'est des temps d'élevage beaucoup plus longs, mais c'est important pour nous de garder ça, quoi. Voilà. Quand les truites ne sont pas relâchées en bassin pour être pêchées, elles sont vidées et mises sous vide à l'atelier de Franck. Elles sont ensuite vendues directement aux consommateurs selon la demande. Si les truites fario ne représentent que 10% de la production de Franck, les clients sont eux demandeurs de ce poisson. Ça va être au frais, oui. Voilà, donc on connaît ça depuis l'année dernière, on aime bien les produits frais et les produits locaux. Donc c'est pour ça qu'on ramène un petit souvenir alimentaire chez nous. Plus au nord, à la bordure du parc national des Pyrénées, le marché d'Argelès-Gazost est le plus fréquenté du Lavedan. On y trouve la spécialité pâtissière du terroir, le gâteau à la broche. Ouais, c'est 9h30, c'est l'heure. Allez. Comme tous les mardis matins, Bernard installe son matériel pour faire cuire son gâteau. Mais avant de devenir la spécialité d'Argelès-Gazost, cette pâtisserie était déjà consommée dans l'Est de l'Europe au XIXe siècle. Alors, il nous vient de la Prusse, ancienne Prusse. Ce sont les soldats de Napoléon qui partis en campagne jusqu'en Russie, l'ont vu faire. Alors, il se dit que c'est le roi de Prusse qui avait demandé à son pâtissier ou cuisinier de lui faire quelque chose d'original pour son mariage à lui. C'est d'ailleurs pour ça que ce gâteau est essentiellement utilisé comme gâteau des repas de mariage, l'équivalent de la pièce montée.
Une fois les 2 cônes en bois entourés de papier cuisson installés devant le feu, la pâte préparée la veille peut être versée au fur et à mesure pour être cuite. Pour faire la pâte, il y a 1 kg de farine, 1 kg de beurre, 1 kg de sucre et 30 œufs. Et donc les œufs, on les sépare. On mélange le sucre avec les jaunes et par la suite on monte les blancs avant de les incorporer. Le principe, c'est celui de recouvrir le papier d'une fine couche. En fait, fine, il tient ce qu'il veut bien tenir. Le surplus retombe dans le bac. C'est à base de quoi? Alors farine, beurre, œufs et sucre. Et c'est parfumé avec du rhum, de la vanille et des zestes de citron. Depuis 25 ans, Bernard choisit d'exposer son savoir-faire sur le marché. Un bon moyen d'engager la conversation avec les clients. Donc c'est la première fois que vous venez dans les Pyrénées? C'est vrai, c'est exactement la première fois que je voyez viens dans les Pyrénées. Bon. Bah, tout ce qui est traditionnel, tout ce que l'on voit, peu importe que ce soit les gâteaux, la charcuterie ou autre, effectivement, quand on a l'odeur, quand on a la vision des choses, ça donne toujours plus envie d'acheter tous ces produits-là, tous ces produits du terroir, des locaux, etc. C'est beaucoup plus attractif. Nous, on considère que c'est 50% de nos ventes, quoi, le fait d'avoir la fabrication sur place. Voilà. Ça fait partie de notre spécificité à nous, voilà, puisqu'on n'est pas les seuls à faire des gâteaux à la broche, mais par contre, on est les seuls à être en mesure de le faire sur les marchés et sur les foires. Voilà. Toutes les 10 minutes, pendant 2 heures, Bernard ajoute une couche de pâte jusqu'à obtenir le fameux gâteau. Avec quoi ça se déguste? Écoutez, souvent accompagné d'une crème anglaise, mais avec une salade de fruits, une glace, ça va très bien. Avec le café aussi, ou un verre de moelleux, de vin blanc moelleux ou de champagne. Et voilà un joli gâteau fini. Sur les marchés, au bord du Gave ou en pleine montagne, les acteurs de cette terre gourmande pyrénéenne ont à cœur d'ouvrir leurs portes, de partager leur savoir-faire. Et si ce terroir invite à découvrir bien des saveurs, il sait aussi ne pas dévoiler tous ses mystères. Aujourd'hui, je vous propose un carré de porc fermier, jaune betterave et purée de patates douces. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un carré de porc 4 côtes, 100 g d'huile d'arachide, 12 sommités de cordifol. Pour la marinade du carré de porc, 25 g de miel, 25 g de sauce soja, 50 g de madère, 15 g de gingembre, 8 g d'ail, 1,5 g de 4 épices. Pour le jus aux épices, 100 g de fond de volaille, 15 g de beurre, 15 g de jus de betterave. Pour la purée de patates douces, 500 g de patates douces, 3 g de gingembre, 35 g de beurre, une feuille de laurier, un brin de thym. Pour les jeunes betteraves acidulées, 6 jeunes betteraves, 100 g de vinaigre de Banyuls. Demandez à votre boucher de vous préparer le carré d'agneau et de le ficeler, bien sûr. Pour la marinade du carré de porc, mixez ensemble le miel, la sauce soja, le madère, le gingembre, l'ail et les 4 épices, puis versez sur le carré. Couvrir et laisser mariner si possible 6 heures. Égouttez le carré. Chauffez une poêle avec un peu d'huile d'arachide et colorez le carré sur toute la surface. Égouttez. Afin d'éviter que les côtes se colorient, posez dessus une feuille de papier aluminium. Cuire le carré de porc à four chaud à 180 degrés pendant 50 minutes. Laissez ensuite reposer 20 minutes avant de le trancher et réservez le jus de cuisson du porc. Pour le jus aux épices, versez dans un sautoir le fond de volaille et le jus de cuisson du carré de porc. Réduire, monter au beurre, assaisonner et passer au chinois. Au dernier moment, ajoutez le jus de betterave, réservé au chaud. Lorsqu'on ajoute un jus de légumes dans un jus de viande, la quintessence des goûts est meilleure s'il est ajouté en fin de cuisson. Pour les jeunes betteraves acidulées, épluchez les jeunes betteraves en prenant soin de garder environ 2 cm de fan. Dans un sautoir, portez à ébullition 250 g d'eau et le vinaigre de Banyuls, puis plongez les betteraves. Salez et cuire à feu doux environ 25 minutes. Coupez les jeunes betteraves en deux dans la hauteur,
Pour les patates douces, réservez une patate douce entière et taillez le reste en gros cubes. Versez les cubes avec le gingembre préalablement haché et de l'eau dans un sautoir. Salez, portez à ébullition et cuire 20 minutes. Égouttez et mixez en fine purée. Ajoutez 20 g de beurre et rectifiez l'assaisonnement. Détaillez des bandes dans la patate douce réservée. Faire fondre 15 g de beurre dans un sautoir et colorer légèrement les bandes sur les deux faces. Ajoutez l'eau, le laurier, le thym, salez et cuire 5 minutes. Versez du jus aux épices dans une poêle et glacez la tranche de la côte de porc, puis égouttez. Pour le dressage, dressez la purée de patates douces dans un cadre, puis posez la côte par-dessus. À côté, disposez une bande de patates douces, ajoutez dessus 3 demi-jeunes betteraves et 3 sommités de cordifol. Terminez par 2 traits de jus. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.